Qu'est-ce qui vous attire dans ce matériau, les cocotiers que vous surnommez d'ailleurs vos demoiselles? Mais oui, je les surnomme mes demoiselles le Grand Bassam parce qu'elles poussent dans mon environnement. Elles poussent sur toute la côtière du côté de Grand Bassam. Et voilà, moi j'ai été fasciné quand j'ai découvert cette plante pendant ma formation de sculpteur ébéniste. J'ai été fasciné de savoir qu'on pouvait travailler le cocotier et que c'était un bois très dur et que sous sa fibre il y avait quelque chose de génial. Je récupère les plantes quand les gens ils ont coupé les propriétaires terriens ont coupé des plantes de cocotier pour peut-être construire une maison ou quoi. Ils me font appel. Moi je vais les récupérer ces plantes. On va l'enlever l'écorce, on va le laisser respirer pendant 2 mois pour perdre un peu de son jus. Et à partir de 2 mois, nous, on vient intervenir sur la sculpture. On a 1 mois et demi, 2 mois à intervenir, à creuser, à sculpter, à creuser. Et après, on va encore le laisser sécher pendant encore 2 mois. Donc, on arrive presque à 4 à 5, 6 mois. C'est vraiment le processus pour avoir un objet ou une sculpture ou un meuble bien fini. C'est vraiment le processus qu'on a pu trouver pour pouvoir vraiment avoir des matériaux bien finis, parce que c'est une question de temps, c'est une question de séchage, et c'est une plante qui dicte, c'est elle qui dicte comment on doit la travailler, c'est pas nous qui la dictons, c'est elle vraiment qui nous amène comment on doit la travailler. Quand on écoute comment elle se donne dans notre jargon, comment on peut la travailler, mais c'est vraiment une plante qui a beaucoup de facettes. Donc il faut prendre le temps de la travailler, il faut prendre le temps de la laisser respirer, il faut prendre le temps qu'elle sèche avant de pouvoir la cirer, la vernir ou la laquer. Parce que si on ne prend pas le temps, si on ne suit pas le process de cette plante, ben, le résultat, on le verra aussi. On ne peut pas tricher, c'est une plante avec qui on ne peut pas tricher. Donc, et vous dites aussi que le cocotier, c'est un symbole de la force de l'Afrique? bah, c'est une force, le cocotier, c'est une plante qui a tout en elle. Moi, je travaille la plante quand on a enlevé quand elle est morte, façon de parler. Moi, je travaille, mais le cocotier, le corps, l'écorce, on en fait du tapis, de brosse à balai. Quand je prends la noix, qu'est-ce qu'on fait? On boit le jus. On fait des produits de beauté, on fait de l'huile de coco. Et moi, avec le corps, avec l'arbre qui va pourrir, eh ben moi, je lui donne une vie, la dernière vie, quoi, en fait. Voilà, ce qu'on voit là à l'écran, voilà, je lui donne une vie. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une plante bénie, quoi. C'est vraiment une plante bénie parce qu'on utilise tout de cette plante. Vous rachetez aussi des vieilles pirogues à Grand Bassam pour les transformer en banquettes et en sofas? Ben, moi, dans ma démarche de designer, de créateur, ben, il y a ces objets-là qu'on utilise, les objets usuels du quotidien, qu'on utilise, qu'on ne regarde pas, en fait. On les oublie même. Et en fait, j'ai remarqué que sur nos rives, sur les plages, il y avait les pirogues qui pourrissaient. Et je me suis posé la question, mais pourquoi elles pourrissent, ces pirogues? Ben, en fait, ben, nos pêcheurs, quand ils sont fatigués, ben, ils abandonnent leur pirogue. Comme il n'y a plus de relève, ben, la pirogue, elle est là. Ils la regardent eux-mêmes et elle pourrit. Elle pourrit jusqu'à ce que tout le bois s'effrite. Donc moi, j'ai décidé de racheter ces pirogues, ces vieilles pirogues, parce que c'est des pirogues qui ont été taillées dans le tronc d'arbre. Et ces pirogues, on n'en a plus aujourd'hui. Et c'est toute cette démarche, tout ce que nous avons en Afrique, toutes ces choses qu'on ne regarde pas, que j'essaie de donner une nouvelle vie, que j'essaie d'ennoblir en somme. Parce que je pense que tout matériau est noble. C'est à nous de lui donner la noblesse. C'est à nous de lui envoyer l'énergie, de lui envoyer l'écriture, ou de lui envoyer la ligne dans laquelle on a envie qu'elle soit aujourd'hui dans notre monde contemporain. Il y a aussi vos célèbres tabourets bassines en plastique renversé et surmontés de coussins en wax. Vous avez voulu rendre hommage à la femme africaine qui porte, vous le dites, le poids du continent sur ses épaules? Bah oui, ça a été une recherche parce que, comme je dis souvent, moi je ne crée pas pour créer, pour le plaisir de créer. Il y a toujours une réflexion derrière, il y a une démarche. C'est pareil, on va reprendre ces bassines. Ces bassines, c'est des objets qu'on a dans toutes les familles. Il n'y a aucune famille en Afrique où vous allez aller, il n'y a pas une bassine qui traîne. Toutes les familles en Afrique ont une bassine. Mais les bassines, bon, c'est pareil, on le regarde comme ça, mais ces bassines-là, c'est qui les utilise? C'est des femmes qui les utilisent à faire de la lessive à la maison, à laver le linge, ou à porter ces bassines avec plein d'objets, plein de choses pour aller soit au marché, pour aller chercher de l'eau dans le puits, pour aller vendre même. On voit beaucoup sur nos marchés des femmes avec leurs enfants dans le dos, avec la bassine sur la tête, avec plein de babioles dedans, à aller vendre, passer toutes les journées à aller vendre.
Et moi, ce regard que j'ai, c'est pas quelque chose qui me satisfait, en fait. Parce que c'est toujours les femmes qui ont cette démarche-là. Il n'y a pas d'homme qui porte une bassine, hein. Il n'y a pas d'hommes. Les hommes ne les portent pas. C'est toujours les femmes. Donc, la réflexion pour moi était de me dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on va nous dire. On nous dit c'est notre tradition, c'est notre histoire. Bon, c'est pas. Non. Donc, l'idée, c'est vraiment conceptuel, c'est de créer à partir de ces bassines, de regarder comment les femmes elles le portent, tout ce poids-là du continent. Moi, j'ai voulu détourner ces bassines. J'ai voulu amener une autre écriture, c'est-à-dire les transformer en tabourets, pour inviter tout le monde à s'asseoir et à réfléchir. Est-ce qu'au XXIe siècle, dans le siècle qu'on est aujourd'hui, il va falloir qu'elle porte toujours des bassines ou des seaux pour aller vendre, ou pour aller chercher de l'eau dans les puits, dans les marigots? Il va falloir qu'on trouve des solutions parce que c'est plus possible. Et on a eu beaucoup de discussions. On continue à avoir des discussions d'ailleurs autour de ces tabourets. Donc, Comme maintenant. Voilà. Pour finir, vous vous inscrivez aussi dans une logique de transmission pour que la jeunesse ivoirienne et africaine soit formée aux arts sur son continent d'origine. Bah, c'est important. On a des centres de formation, on a on va dire, on a des ateliers, mais on n'a pas des grandes écoles. On n'a pas des écoles vraiment bien profilées pour dire c'est une école de design. Bon, en Côte d'Ivoire, on a une école d'architecture, l'école des designs, elle va bientôt arriver, j'espère bien. Ça fait partie de mes projets pour avoir vraiment une école de design. Même si aujourd'hui on donne des formations au CTA de Benjerville et à l'INSAC à Abidjan, mais ce n'est pas des formations qui sont très complètes. C'est vraiment, il faut vraiment avoir une école pour avoir. Donc, à partir de ce moment-là, ce que nous, on a appris, ce que nous, on sait de notre pratique, ben, il n'y a que nous qui pouvons la transmettre aux jeunes. Il faut les guider pour qu'ils puissent tout seuls aussi demain avancer, proposer, parce qu'on a besoin de leur énergie, on a besoin de leur idée. Voilà. Merci, Jean-Service Sembian. Merci d'avoir été notre invité. Merci, c'est gentil. Et c'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.